Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale avancent vers les derniers retranchements des djihadistes. Ils sont désormais acculés dans un seul quartier de leur ex-bastion de Sirte. Rencontre entre le secrétaire général de l'ONU et la chef de la diplomatie birmane Aung San Suu Kyi. C'est un prélude pour parler de paix avec les rebelles ethniques birmanes. Puis en Espagne, Mariano Rajoy demande la confiance des députés. Le Premier ministre espagnol demande au Parlement de le reconduire à la tête du gouvernement. Nouvelle page de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, la nouvelle carte universitaire telle proposée par le régime au pouvoir a motivé ce mardi une sortie médiatique des membres du Bureau national de l'UN. Entendez, l'Union fait la nation. Face aux hommes de médias, le principal conférencier Antoine Idiko-Laolé a clarifié la position du regroupement politique dont il est le vice-président et donné sa lecture de la crise qui secoue l'université d'Abomey-Calavi. On l'écoute. Les événements de ces derniers temps à l'Assemblée nationale et dans le pays veulent que nous puissions nous pencher sur la question aujourd'hui de l'éducation nationale. Qu'on ne nous fasse pas croire aujourd'hui que ces élus, ces responsables, FCBE et UN défendent effectivement la même cause. Non. Je suis convaincu que les FCBE nous faisaient glisser doucement vers l'approbation d'un bilan que le peuple béninois a condamné. Dans les jours et les semaines à venir, il y aura de nouvelles actions de caractère régionaliste, de caractère tribaliste. Et c'est la responsabilité des hommes politiques de Porto-Novo, de Kétou, du Bénin tout entier, de ne pas glisser sur la pente très facile du tribalisme et de la démagogie. Moi, je dis à mes compatriotes de Kétou que l'université d'agriculture de Kétou n'est pas la chose de Kétou. Elle est à Kétou parce que l'environnement le permet. La situation à l'UAC, à l'UN, nous ne descendons pas comme ça là tout droit du paradis pour donner les solutions aux problèmes. Il faut que les acteurs discutent. Nous souhaitons que les professeurs puissent donner leurs enseignements dans des conditions apaisées et calmes. Nous souhaitons la fin des grèves énergiques, comme paraît-il on l'appelle là-bas. On reste au Bénin où a été signée ce mardi la Charte nationale sur le dialogue social, un document tripartite par lequel le gouvernement, le Conseil national du patronat ainsi que les organisations syndicales s'engagent à privilégier le dialogue et la négociation comme mode de gestion des différends dans la société. Les précisions. C'est un moment historique ce jour-ci parce que ceux qui s'occupent de cette question se connaissent très bien. Le dialogue comme mode de gestion des différends dans la société, voilà l'ingénieuse idée du gouvernement de la rupture. Plusieurs ministres de la République, le Conseil national du patronat, représenté par son président Sébastien Germain Ajavon, ainsi que 6 centrales syndicales, s'étaient donné rendez-vous autour du contrat social. Vous avez choisi la meilleure voie pour éviter des conflits et pour asseoir une ambiance de travail collectif et de dialogue permanent entre partenaires sociaux, collectivités et gouvernements. Cette heureuse initiative n'a pas manqué d'avoir du soutien, notamment de la part des partenaires techniques et financiers du Bénin, tous conscients de ce que le dialogue reste un véritable levier de cohésion sociale. Je peux vous dire que c'est aujourd'hui, avec une grande satisfaction, que nous avons lu le contenu de cette charte qui est d'une qualité exceptionnelle. Au niveau du gouvernement, il y a l'engagement par des mesures d'incitation fiscale de porter le taux maximum de l'IPTS à 15%. Lorsqu'on sait aujourd'hui l'importance de l'IPTS sur le revenu salarial
du personnel, du travailleur, on comprend l'importance de la signature de cet engagement-là. Mesdames et messieurs les ministres, c'est une épreuve. On voudrait vous mettre à l'épreuve pour voir si votre signature peut être respectée. La paix sociale comme gage de tout développement économique et social. Voilà le levier sur lequel compte appuyer cette charte tripartite, même si les centrales et confédérations syndicales ont assuré de ce qu'elles continueront la veille qui leur incombe. Vous devez donner raison à quelqu'un. Human Rights Watch a appelé ce mardi à agir rapidement au Zimbabwe face au risque d'une escalade de la crise politique, alors que la police a brutalement réprimé des manifestations contre le gouvernement. Notons que depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est secoué par un mouvement de contestation anti-Mugabe d'une rare ampleur qui résiste à la répression du régime. Reportage. La terreur installée par le régime de Mugabe préoccupe Human Rights Watch. La répression sanglante des mouvements de protestation contre le régime Mugabe, avec les arrestations en série, constitue aujourd'hui le véritable problème de l'ONG. Le cas Promise Mkwananzi, 31 ans à la tête du mouvement Tajamuka, nous sommes agités et palpables et inquiète Human Rights Watch. Ce jeune homme fait partie des quelques 70 personnes arrêtées vendredi ou en marge d'une manifestation dans la capitale pour demander une réforme électorale. Lundi, le juge a refusé de libérer sous caution Promise Mkwananzi, expliquant que de graves accusations pesaient sur lui. La justice doit décider mardi si elle libère ou non les autres personnes arrêtées vendredi. Vendredi, en effet, de violentes échauffourées avaient éclaté dans le centre-ville de la capitale zimbabwéenne entre la police et les manifestants de l'opposition. Dans le passé, quand la police anti-émeute arrivait, les gens fuyaient. Mais mercredi et vendredi dernier, j'ai vu un phénomène, quelque chose de particulier. La police et les citoyens se sont affrontés dans des batailles de plusieurs heures. De 11h à 18h, c'est sans précédent, c'est nouveau. Ce rassemblement qui avait été autorisé par la justice visait à demander une réforme électorale d'ici 2018, alors que Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980 compte se représenter à la fonction suprême en dépit de son âge avancé. Les manifestants, principalement issus de la société civile, réclament le départ du président, qu'ils accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du Zimbabwe. Le mouvement Tajamuka a annoncé une manifestation pour mercredi à Harare et l'opposition politique, un rassemblement vendredi dans la capitale. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale GNA ont annoncé ce mardi qu'elles avançaient vers les derniers retranchements des djihadistes du groupe État islamique. Il faut dire que ces derniers sont désormais acculés dans un seul quartier de leur ex-bastion de Sirte. Images et son. Les forces du gouvernement libyen d'union nationale avancent à l'intérieur des secteurs où sont retranchés les djihadistes de Daesh. Lundi, elles avaient déjà annoncé avoir totalement chassé les djihadistes du quartier numéro 1, reconnu comme étant l'un des deux derniers qu'ils contrôlaient encore dans la ville côtière de Sirte, dans le centre-nord au terme de combats meurtriers. Les djihadistes sont désormais acculés dans le quartier numéro 3 de cette ville qu'ils avaient conquise en 2015. Dimanche dernier, les forces du GNA avaient lancé l'ultime bataille pour reconquérir l'intégralité de la ville Sirte, située sur la côte Méditerranée à environ 450 km à l'est de Tripoli. Les combats de dimanche et lundi avaient fait près de 50 morts et 200 blessés dans le camp des forces du GNA. Aucun bilan n'a pu être établi sur le nombre de djihadistes tués lors des combats. Les forces loyalistes combattant à Sirte ont récemment profité des raids de l'aviation américaine pour lancer leur dernier assaut alors qu'elles peinaient depuis juin à déloger les djihadistes de leur fief. En Birmanie, en prélude pour parler de paix avec les rébellions ethniques birmanes, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et la chef de la diplomatie Aung San Suu Kyi se sont rencontrés. Et pour la circonstance, ils ont tenu une conférence de presse ce mardi. Depuis son arrivée au pouvoir, c'est les premiers grands pourparlers de paix qu'organise Aung San Suu Kyi en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, invité d'honneur. Mais alors que le gouvernement espérait stabiliser la situation avant l'ouverture de la conférence de paix,
Les rebelles ont accusé l'armée d'avoir lancé ce mardi matin des attaques dans les régions Shan et Kachin, dans le nord et l'est du pays, jetant une ombre au tableau. Aucune information n'a pu être obtenue auprès de l'armée quant à ces nouveaux affrontements, comme c'est souvent le cas. Il n'est pas seulement question du droit de la communauté Rohingya à l'auto-identification et à l'identité. La question la plus large est que tout le peuple de Birmanie, de toutes les ethnies et de tout background, devrait être en mesure de vivre dans l'égalité et l'harmonie, côte à côte, avec leurs voisins. Aung San Suu Kyi doit prononcer ce mercredi matin le discours d'ouverture de ses pourparlers. Ban Ki-moon doit également intervenir, une première pour un secrétaire général de l'ONU dans ce conflit birman. Au total, quelques 220 000 personnes ont dû quitter leur maison en raison des combats qui se poursuivent depuis plusieurs années dans les régions Shan et Kachin, selon les dernières données de l'ONU publiées cette semaine. En Espagne, Mariano Rajoy a demandé ce mardi à être reconduit à la tête du gouvernement. Il faut dire que depuis 8 mois, le Premier ministre espagnol se trouve dans une impasse politique. Les images. Le leader du Parti populaire demande à être reconduit. Cette demande pourrait lui être accordée au cours du vote de confiance prévu pour vendredi prochain. Les raisons pour lesquelles j'ai accepté la demande du roi et je sollicite la confiance de l'Assemblée pour mon investiture sont au nombre de 3. L'Espagne a besoin d'urgence d'un gouvernement. Les Espagnols ont clairement exprimé leur préférence pour le Parti populaire. En troisième lieu, il n'existe pas d'alternative raisonnable. Considéré comme perdu d'avance pour le chef du gouvernement sortant, ce vote va déclencher un compte à rebours de 2 mois, période au cours de laquelle un nouveau gouvernement devra être formé. Mariano Rajoy a besoin de recueillir plus de oui que de non pour arracher la confiance de la Chambre parlementaire. Il faut dire qu'aucun parti d'opposition n'est prêt à aider le chef du gouvernement sortant. En Italie, quelques jours après le séisme de mercredi dernier, la deuxième journée de deuil est marquée par une cérémonie solennelle. Celle-ci se déroule dans les ruines d'Amatrice. En effet, cette localité est la plus touchée par le séisme meurtrier. Les détails. Après le séisme meurtrier qui a rayé des localités entières la semaine dernière, les drapeaux étaient à nouveau en berne ce mardi pour une deuxième journée consécutive de deuil. Dans ce bourg qui déplore plus de 230 morts sur les 292 victimes confirmées du séisme de mercredi dernier, selon le dernier bilan de la protection civile, une cérémonie solennelle est prévue en présence des plus hauts responsables de l'État. Le Premier ministre roumain a également prévu faire le déplacement. 11 Roumains figurant parmi les victimes et un autre est toujours porté disparu. Ces enquêtes pourraient déboucher à terme sur des procès de personnes physiques ou morales. Parallèlement, les autorités s'emploient à trouver des solutions pour les quelques 2900 sinistrés hébergés par la protection civile. Notons que la police a annoncé ce lundi l'arrestation à Amatrice de 2 pillards, mais aussi d'un homme ayant mis son propre numéro de compte bancaire sur un appel aux dons de la protection civile en Sicile. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt.